Mais il faut commencer à y penser, à ces ministres. Mais comment vous avez réussi, là, moi je ne connais pas beaucoup, mais comment vous avez réussi que ce référendum, là où ce vote aura lieu? Qu'est-ce que vous avez employé comme tactique pour arriver à ce résultat-là? Parce que vous êtes en avance par rapport à la Bretagne quand même. Oui. La Bretagne ne sert à rien à voter du tout. Alors comment vous avez fait tactiquement pour arriver à ça? Attendez, je ne comprends pas bien la question. Mais maintenant que ce qui va être voté, comment vous avez réussi que le processus s'est déclenché pour qu'il y ait ce vote-là? C'était justement toutes les explications que j'ai essayé de donner. Oui, mais moi je voudrais bien percer la tactique. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça aboutisse, je veux dire? Je ne suis pas dans le secret des dieux pour connaître la tactique, mais je pense que la société civile, ceux qui dirigent et participent dans la société civile, savent ce qu'ils veulent, et notamment, ils veulent faire pression sur tous les partis politiques et les sanctionner dans les urnes afin d'arriver à leur résultat, c'est-à-dire l'indépendance. Maintenant, ce chemin sera difficile. La tactique, moi je ne peux pas vous dire comment on est arrivé là. On n'est pas arrivé là du jour au lendemain, c'est pourquoi je suis parti du 19e siècle. Et donc, qu'il y a beaucoup d'étapes qui ont été franchies. La collègue qui intervenait tout à l'heure et qui est de Catalogne disait que le tribunal constitutionnel était pour elle un des moments clés de ce déclenchement d'hostilité, pourrait-on dire. En tout cas, d'hostilité démocratique. Je dois dire que la Catalogne est un pays démocratique. Nous n'avons pas de tanks et nous n'en avons pas besoin. Nous avons d'autres choses plus importantes. Oui, pardon? Oui, en cas de référendum, qui sera autorisé à voter? Est-ce que, par exemple, toi qui habites dans le Nord, est-ce que tu pourras voter sur... Je suppose qu'on va segmenter la population. Il faudra habiter depuis 10 ans, non? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis un très mauvais exemple. Je suis un très mauvais exemple, moi, parce que j'ai la double nationalité. Et étant donné que je n'ai pas pu voter pendant 40 ans de franquisme, maintenant je vote double. Je vote en France et je vote en Catalogne. Donc tu es corse un peu. Non, quand même pas. Je ne suis pas insulaire, mais je veux dire, j'ai le droit de voter dans les deux pays. Je suis espagnol en Espagne, je suis français en France. Ça, c'est des choses curieuses. Dans le cas du référendum, alors, qui va organiser le processus? Le tout est de savoir si ce processus sera accepté par le gouvernement de Madrid. Dans ce cas, pas de problème, ça sera organisé comme des élections normales, avec des tables électorales et avec des listes électorales. Et voteront ceux qui ont le droit de voter, c'est-à-dire être résidents dans le pays depuis plus de 10 ans. Je ne sais plus si c'est 5 ans ou 10 ans. Même pour les résidents étrangers communautaires, ils ont le droit de voter. 5 ans, je crois. C'est possible. 5 ans. C'est ça? Oui. Sur ce point? On est loin, je pense encore, d'arriver à un accord avec l'État. Voilà. Pour ça, hein. Alors, donc, pour l'instant, s'il n'y a pas d'accord avec l'État, c'est justement les travaux de la commission dont je parlais tout à l'heure qui devaient nous dire quelles sont les bases juridiques sur lesquelles on va négocier avec l'État central et aussi avec l'Europe, la Commission européenne, n'oubliez pas. Et donc, comment faire pour mener cette double négociation et quand est-ce qu'on la commence? Parce que le problème que moi j'ai essayé de mettre sur la table, c'est quand est-ce que l'on commence? Parce que le plus important, c'est de nous mettre à travailler sur ces thèmes et de demander à la Commission qu'elle dépose ses travaux le plus vite possible et qu'Artur Mas prenne ses responsabilités face à Madrid pour négocier le plus vite possible. Et si c'est un non, alors là, si c'est un non catégorique, qu'ils se barricadent derrière la Constitution et qu'ils font dire à la Constitution ce qu'elle ne dit pas, alors là, dans ce cas, la Catalogne organisera elle-même sa propre consultation sur la base des municipalités qui l'ont déjà organisée. Donc, pas de problème de ce point de vue-là. La Catalogne est assez organisée pour savoir organiser elle-même sa propre consultation. Maintenant, qu'en fera l'État espagnol de cette consultation? Qu'en fera l'Europe de cette consultation? Et qu'en feront les Catalans? Parce que les Catalans ont le droit de décider ce que eux, ils veulent
même si l'État central ne le veut pas, même si l'Europe ne le veut pas, ou ne l'accepte pas. Parce que nous savons quelle Europe le refuse, et nous savons quel État le refuse. Donc, pas de problème. Mais la consultation que le gouvernement peut organiser, le gouvernement catalan peut organiser, s'appuie sur une nouvelle loi, des consultations, et en fait, la Catalogne n'a pas le droit de consultation sur un référendum sur son territoire. Il faudrait passer un peu, comment dire, comme un serpent, et essayer de le faire sans que l'État en dise rien. Mais ils en sont, je pense, un peu à dire qu'ils vont quand même pas autoriser cette consultation et qu'il y a des menaces aussi de s'appuyer sur l'article 155 de la Constitution qui dit qu'on peut annuler l'autonomie. Et c'est ça qu'on entend aujourd'hui en Catalogne. On est allé vers un scénario de conflit. Alors que la Catalogne, ou si vous voulez, le mouvement catalaniste dont vous nous parliez tout à l'heure, du 19e, ça a été un mouvement qui est né pour moderniser l'Espagne. Et c'était leur projet. Le projet, c'était, faisons avancer l'Espagne. Aujourd'hui, ça s'avère impossible au bout de 30 ans de démocratie. Ça s'avère J'ai entendu parler aussi par rapport donc, aux dates justement du référendum. En fait, la date du référendum est très liée donc, à celui qui va se dérouler en Écosse. Parce que dans les commentaires que j'ai entendus enfin, de certains dirigeants catalans, c'est qu'ils pensent qu'en Écosse, la réponse sera négative et ils veulent absolument donc, organiser leur référendum avant celui de l'Écosse pour éviter justement l'effet domino par rapport donc, à l'Écosse. Parce qu'eux, ils pensent que le référendum, ils vont le gagner et que les Écossais vont le perdre. Oui, mais avant, ça veut dire donc avant le 18 septembre. Ça semble impossible, c'est-à-dire aucune négociation n'a été commencée, ou alors il faut me dire qu'aucune négociation est nécessaire. On n'a qu'à le faire nous-mêmes, puis c'est tout. Et donc, si c'est ça, ce que pensent certains dirigeants de Convergencia, en avant. Mais ce n'est pas la façon la plus démocratique de fonctionner. C'est-à-dire, il faut réellement s'assurer du maximum de possibilités de succès de cette consultation. Qu'elle soit faite dans le cadre le plus démocratique possible et en accord avec le maximum de forces politiques même de l'État espagnol. C'est-à-dire qu'il faut faire des négociations non seulement avec le parti au gouvernement, mais aussi avec les autres partis politiques espagnols. C'est donc un travail qui n'a pas été fait, et alors je doute fort que l'on puisse partir seul, la fleur au canon, comme si c'était quelque chose acquis d'avance, et à mon avis, ça serait une aventure politique. Mais bon, ça n'engage que moi. Hein. Il y a un accord possible, il ne peut pas y avoir d'accord possible avec le Parti populaire. Ça semble effectivement très difficile. Dans le modèle et l'État jacobin français, quand même. Oui, empire. Empire, oui. N'ont jamais réussi à l'imiter de très près. Il existe dans l'État espagnol, ça aussi, il y a une évolution qui est en train de se faire en Espagne actuellement, sous les coups de boutoir de la Catalogne, du peuple catalan, une évolution par rapport à la monarchie, d'une part. La monarchie est tôt ou tard condamnée en Espagne. Le tout est de savoir par quoi elle sera remplacée, étant donné qu'il y a très peu de partis républicains en Espagne, si ce n'est le Parti socialiste. Mais il ne se revendique pas trop, pas assez, de la République. Donc, de ce côté-là, il y a des problèmes en Espagne, déjà. Et cette Espagne que l'on nous présente comme étant du Parti populaire et d'une façon assez monolithique, je pense que nous devons y regarder de plus près. Et curieusement, je recevais un email d'un colonel des Canaries qui était favorable à l'indépendance. Lui ne parlait pas de canon ni de tank,
mais du droit des Catalans à disposer de leur sort. C'était un colonel de l'armée, il n'a pas été encore destitué. Et donc, il y a de tout, comme vous voyez, en Espagne. En tout cas, l'Espagne peut évoluer. Ce fédéralisme fort dont parlent les socialistes et qui arrive un peu tard, pourrait réveiller certains autres fédéralismes qui existent déjà à l'état embryonnaire dans l'État espagnol, en Andalousie, en Galice et au Pays Basque. Mais ces gens-là, je veux dire les autres citoyens de l'État espagnol, n'ont pas les mêmes priorités que la Catalogne. Pour ce qui est du Pays Basque notamment, leur priorité est de résoudre d'une fois pour toutes le problème du terrorisme et de la résolution des conflits au niveau politique et non plus au niveau militaire. Et donc, ils ont d'autres priorités qui n'est pas celui de l'indépendance, même s'ils ne refusent pas à plus long terme cette perspective. En tout cas, ils n'ont pas déposé de demande auprès de Barroso. Il y a 4 demandes, il n'y en a pas 5. Moi, il me semble, j'ai assisté au dernier congrès du Parti nationaliste basque et le mandat, j'ai entendu lors du meeting de clôture tous les participants qui criaient indépendance, indépendance. Bon, je suis en retard d'une guerre. C'est possible, tout est possible. Enfin, pas. Oui. Alors moi, je voudrais juste intervenir sur la réflexion que vous faites à la fin, sur le fait que la Bretagne serait apaisée. Non, c'est pas à moi, c'est Le Monde. Voilà, Le Monde dans un article qui s'appelait Brace Power. Moi, ça me paraît étrange. Je dirais que je pense qu'il y a des Bretons endormis, beaucoup, et il y a des Bretons en train de se réveiller. Mais la Bretagne n'est pas apaisée. Quand vous dites que les Bretons, que les Catalans pourraient revendiquer le droit à disposer de leur sort, beaucoup de Bretons le pensent aussi. Mais en fait, on a l'impression qu'il y a une certaine inertie ou un certain endormissement et que les gens ne sont pas encore réveillés. Autant au niveau culturel, la Bretagne est très vivante, très réveillée, autant au niveau politique, les gens ont du mal à s'investir, et on le voit, on se voit tout le temps. Et on se pose question quand on voit une manif comme ça, on se dit mais punaise, elle est où notre manif à 1 million là? Moi je la veux bien l'année prochaine à Nantes, quoi. Voilà. Mais c'est pas... C'est 2 contextes différents. Oui, d'accord, mais enfin nous ça fait très longtemps aussi qu'on est sous... Ce n'est pas suffisant. Il y a aussi très longtemps que le jacobinisme existe. Il y a 200 ans de jacobinisme ici. Je me demande parfois s'il ne faudra pas 200 ans pour en finir. Oh non, votez sur nous. D'accord. Autre chose, attendez, autre chose à ce sujet, et je vous donne tout de suite la parole, c'est la différence qu'il y a entre la Catalogne et la Bretagne, c'est que nous faisons de la langue notre fer de lance de l'identité. Alors que vous venez d'insister sur le fait culturel, effectivement, les Bretons se contentent pour l'instant de considérer que la culture est sûrement leur marqueur central d'identité et que la langue qu'ils revendiquent n'est pas suffisamment forte pour être revendiquée et pour être le fer de lance de l'identité. Oui, mais c'est en train de... Là, ça s'est accéléré en quelques années, ça s'accélère. Il y a de nouveau, il y a des écoles qui ouvrent. Là, il y en a eu deux ouvertures là en quelques mois. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais par rapport à ce qu'il y avait, je peux vous dire que c'est de mieux en mieux. Bien sûr. Mais du point de vue d'un chieur d'encre du monde à Paris, c'est vrai qu'aujourd'hui la Bretagne est apaisée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bombes toutes les 5 minutes. Ouais, d'accord. C'est endormi. Je reprenais le titre du Monde. Hein, mais d'un point de vue parisien, c'est vrai que la Bretagne est apaisée. Mais c'est comme certains, on entend certains Bretons vivant à Paris dire que le Breton est bonhomme, que le Breton est docile, que le Breton fait des concessions. On entend plein de choses comme ça. Et il y a des moments où ça suffit. On est beaucoup à entendre ça et à se dire, bah non, enfin... Peut-être une part de vérité. Monsieur? Non, un écho d'abord. Christian de Saint-Étienne parle de la France peureuse, paresseuse et pépère. Nous sommes trompés. Je pense que ça s'applique c'est pas au Breton. Mais ma question porte sur le fédéralisme interne ou sur la démocratie locale.
Il ne s'agit pas seulement de... Sera-t-on nous-mêmes jacobins dans notre territoire ou pas? C'est une question technique. En France comme en Bretagne, nous payons des impôts à 5 niveaux. Commune, intercommunalité, département, région, État. Dans la Catalogne péninsulaire, à combien de niveaux paye-t-on des impôts? Je ne saurais pas répondre exactement. Je peux dire que la Catalogne est organisée avec un millefeuille moins garni que la France et que c'est une organisation territoriale et donc fiscale différente, mais plus simple. Il y a effectivement la commune, il n'y a pas d'intercommunalité, ce qui est une espèce pour moi d'aberration, étant donné que en Catalogne, comme équivalent, nous avons ce que nous appelons les comarcas, c'est-à-dire des petites régions qui sont également dotées de certains pouvoirs, et c'est le deuxième niveau contributif également. Et puis, il y a l'État, et c'est tout.